tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons commencer par la chronique de mes lectures du mois de novembre 2025. Alors ce mois-ci, j'ai presque lu 12 livres, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'en ai 10 qui sont terminés et j'en ai 2 qui sont encore en cours, mais je vous en parlerai un peu plus vers la fin. Alors on va commencer par ma première lecture du mois de novembre, qui s'est portée sur le tome 3 de la série d'Ernest Cunningham, Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre, écrit par Benjamin Stevenson et publié chez Sonatine. C'est un roman policier qui se déroule en Australie, avec comme personnages principaux le détective de la série, Ernest Cunningham, Erin, Sam, Teresa, Dinesh, Christopher, Flick, Rylan. Bien entendu, comme tout roman policier, il y a pas mal de personnages. En résumé, une fête de Noël qui commence par un meurtre. 6 suspects avec un mobile et un secret, voire 2. En cette fin d'année, notre détective Ernest Cunningham a fort à faire, une victime qui, la veille de sa mort, a appelé la police pour annoncer un meurtre, le sien, une suspecte couverte de sang qui ne se souvient de rien, un témoin essentiel qui rend l'âme devant ses yeux. Heureusement, il y a quelques indices, 24 pour être précis, agencé sous la forme d'un calendrier de l'Avent qui mènera à la nuit de Noël et peut-être aussi au coupable. Alors, mon avis, c'était brillant. Cette lecture a été un véritable régal du début à la fin. Imaginez un calendrier de l'Avent meurtrier. L'intrigue est parfaitement construite, pleine de rebondissements. L'envie de tourner les pages ne nous quitte jamais. Le principe du calendrier, qui rythme l'enquête jusqu'à Noël, apporte une touche à la fois ludique et intrigante. Chaque jour compte et il faut résoudre le mystère avant les vacances de fin d'année. Les personnages sont captivants, tous plus nuancés et complexes les uns que les autres. Chacun peut être coupable et l'auteur s'amuse clairement à semer le doute dans notre esprit. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont l'écrivain personnage se met lui-même dans la peau d'un détective tout en nous racontant l'histoire comme si nous étions réunis autour d'un bon repas de Noël. On a vraiment l'impression de mener l'enquête à ses côtés et c'est délicieux. Si vous cherchez un cozy crime, mêlant humour, action, mystère et un soupçon de malice narrative, alors foncez, ce roman est fait pour vous. Pour ma part, il entre directement dans mes coups de cœur de l'année 2025. Mon deuxième roman s'est porté sur le tome 1 de Meurtres et préjugés de Laurie Forêt, publié chez Erol Roman, qui est un cosy mystery qui se situe dans les Cotswolds, avec notamment comme personnages principaux Bess, Lynn, Marianne, Selma, etc. En résumé, changer de boulot ? Check. Déménager ? Check. Trouver un cadavre dans sa boutique flambant neuve sur le point d'ouvrir ? Check. Après 10 années à Londres, Bess emménage à Abbeyfield, un petit village des Cotswolds, pour s'offrir la vie douce dont elle a toujours rêvé. L'ancienne working girl du monde de la finance est fin prête à y ouvrir une librairie salon de thé en hommage à son écrivaine favorite, Jane Austen. Mais à 2 semaines de l'inauguration, tout bascule. L'une des habitantes du village, Evie Smith, est retrouvée morte dans l'arrière-boutique de la librairie. Pire, on apprend que lors de sa dernière apparition au pub du coin, Evie s'est publiquement opposée à l'ouverture de la librairie. Autrement dit, tout désigne Bess comme la coupable idéale. Bess n'a plus le choix. Avec l'aide de sa tante, férue de polar, et de ses meilleurs amis, aussi excentriques que perspicaces, elle doit démasquer le tueur si elle ne veut pas voir son rêve s'écrouler avant d'avoir pu le concrétiser, quitte à se mettre en danger pour y arriver. Alors, mon avis, c'était une lecture vraiment agréable qui reprend parfaitement les codes du cozy mystery, des tasses de thé à profusion, des pâtisseries réconfortantes, des personnages hauts en couleur et bien sûr, un meurtre.
jamais sordide, mais chargée d'émotions et de mystères. On y suit Bess, une jeune femme qui décide de tout quitter pour ouvrir une librairie-café dans un petit village des Cotswolds. Ce qui pourrait sembler être un simple nouveau départ prend rapidement une tournure inattendue. Un événement survient et entraîne Bess dans une enquête délicate. Au fil de cette aventure, elle découvre à la fois les travers et les charmes des petites communautés, la vitesse à laquelle les rumeurs circulent, la réserve naturelle envers les nouveaux arrivants, mais aussi la chaleur humaine, l'entraide et la possibilité de se faire une place pas à pas. Bess doit alors mener sa propre investigation pour comprendre ce qui a poussé quelqu'un à commettre l'irréparable. Quelle histoire se cache derrière ce crime ? On se laisse prendre au jeu assez facilement. Si comme moi vous aimez les cozy mystery, les héroïnes attachantes et courageuses, les ambiances très anglaises de villages pittoresques et de salons de thé, ainsi que les références délicates à Jane Austen glissées au fil des pages, alors ce roman devrait vous offrir un joli moment de lecture. Le troisième livre de ce mois était le tome 1 de la série La Demoiselle et le Mousquetaire, Funeste fiançailles de S.D. Fischer, que j'ai d'ailleurs interviewé récemment, donc n'hésitez pas à aller vous référer à son interview pour pouvoir découvrir un petit peu plus de son univers. Donc La Demoiselle et le Mousquetaire, Funeste fiançailles, c'est un cozy mystery historique qui se déroule dans un château en Touraine avec plusieurs personnages principaux comme Joséphine et Louise Galtier, deux sœurs, Marianne Delvaux et son père, Eugénie Geoffrey, Édouard et Gabrielle de Settevant, Clémence de Mercy, Edmond de Hauteuil, etc., etc. Un cosy mystery pétillant au grand siècle, en résumé. Les réceptions mondaines ? Très peu pour Joséphine. La jeune fille préfère la compagnie des livres et l'apprentissage de la médecine avec son père, le docteur Henri Galtier. Une hérésie pour une femme en 1672. Pourtant, lorsque sa sœur Louise la supplie de l'accompagner à la fête de fiançailles de Marianne, leur amie d'enfance, Jo accepte, bien à contre-cœur. Mais quand la future belle-mère est retrouvée morte au petit matin, Joséphine comprend très vite qu'elle a été empoisonnée. Voici que la réception mondaine devient tout à coup beaucoup plus intéressante à ses yeux. Tandis qu'elle se plonge dans une enquête pour identifier l'assassin de Madame de Settevant, un associé inattendu vient se mêler à la partie, le très séduisant et très insupportable Jérôme de Folcon de Montessan, comte et mousquetaire de Sa Majesté. La première enquête de la Demoiselle et du Mousquetaire, un cosy mystery drôle et rythmé sous le règne de Louis XIV. Ça, c'était pour le résumé. Alors, mon avis, c'était une lecture très agréable qui nous plonge au cœur d'une fête de fiançailles réunissant nobles et bourgeois jusqu'à ce que le corps sans vie de la mère du futur marié soit découvert. L'ambiance change alors du tout au tout. Nous sommes au XVIIe siècle, dans une société régie par les convenances où l'autrice met habilement en lumière les contraintes pesant sur les femmes de l'époque. Ce qui rend le roman particulièrement intéressant, c'est la figure de Joséphine, une jeune femme déterminée à bousculer les codes, courageuse, intelligente, elle refuse d'être reléguée au rôle qu'on veut lui imposer. Elle démontre par ses actes comme par ses réflexions que les femmes sont tout aussi capables de raisonner, d'enquêter et de comprendre le monde qui les entoure. Cela donne au récit une modernité subtile qui fait écho à notre époque et permet de s'attacher très vite à elle. Aux côtés de Jérôme, un mousquetaire du roi présent parmi les invités, Joséphine se lance alors dans une enquête minutieuse, interroger, observer, démêler les non-dits et les tensions qui se cachent sous la bienséance. Dans ce huis clos mondain, chacun pourrait être coupable et l'autrice s'amuse à semer des pistes, à multiplier les hypothèses. On se surprend à douter, à suspecter, à changer d'avis au fil des pages. La vérité, lorsqu'elle apparaît enfin, révèle que même derrière les dorures et les titres, les intentions peuvent être troubles et les sentiments profondément humains. Si vous aimez les ambiances historiques, les cosy mystery, les héroïnes qui refusent de se taire et prennent leur place avec audace, alors ce roman pourrait vraiment vous plaire.
ma 4e lecture du mois de novembre 2025 s'est portée sur La Comtesse Cara de Émilie Varga, publiée chez Flammarion, que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique organisée par Babelio. C'est un roman de littérature jeunesse qui se déroule à Baral ou Basral, je ne sais pas trop comment on prononce, et dans l'Empire, avec comme personnages principaux Dania, Nour, Mazine, Anam, etc. En résumé, la cité de Baral était bâtie à même les dunes. Les bâtiments couleur de sable s'étendaient jusqu'à l'horizon. C'était la ville maudite du pouvoir djinn, le lieu où je serais vengée. 364 jours. Dania compte chaque instant passé en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis, consumé par sa rage contre Mazine, celui qui l'a trahi. C'est celui qu'elle a un jour aimé. La jeune femme n'a qu'une idée en tête, assouvir sa vengeance. Même s'il faut pour cela retrouver un trésor magique volé, affronter une cour sans pitié, ainsi que son ancien amour. Alors, mon avis. C'était une très chouette lecture. J'ai fait pas mal de chouettes lectures, je crois, ce mois-ci. C'était une réécriture du Comte de Monte Cristo, aussi originale qu'intéressante à découvrir. Je n'ai jamais lu le roman d'Alexandre Dumas, mais j'en connais l'histoire, à travers notamment le film avec Pierre Ninet, qui est sorti il y a très peu de temps, l'année dernière, je crois. J'avais lu Le Roi sombre également d'Oren Miller, qui était une autre réécriture du Comte de Monte Cristo, mais en version science-fiction, que j'avais beaucoup aimé, qui était publiée chez HSN, si mes souvenirs sont bons. Et ici, dans La Comtesse de Cara, on va suivre une histoire de vengeance du point de vue féminin qui m'a vraiment plu. Dania et Nour sont emprisonnées et torturées injustement. Elles nourrissent un désir de revanche inébranlable. Leur alliance met en avant leurs forces respectives, deux héroïnes différentes, mais complémentaires, prêtes à tout pour obtenir justice, même lorsque leur plan déraille et qu'elles doivent remanier leur stratégie. L'univers créé par l'autrice est fascinant. Un empire où le pouvoir des djinns confère des capacités extraordinaires, mais au prix d'une dépendance destructrice. Cette dimension magique et spirituelle donne à l'intrigue une profondeur supplémentaire. Chacun agit par conviction ou par nécessité, mais le pouvoir finit souvent par tout corrompre. Ce roman explore alors bien plus que la vengeance. Il questionne la morale, la justice et les limites du pardon. Jusqu'où peut-on aller pour réparer une injustice ? La vengeance peut-elle vraiment apaiser la douleur ou finit-elle par dévorer ceux qui la poursuivent ? La Comtesse de Cara n'est donc pas seulement une réécriture moderne d'un classique, mais aussi une réflexion sur la liberté, la loyauté et la résilience féminine. Si vous aimez les histoires de vengeance, les héroïnes fortes et nuancées, les univers riches et les personnages moralement gris, cette lecture devrait vraiment vous séduire. Ma 5e lecture s'est portée sur le 2e recueil de nouvelles de ma promo Polaris de l'école d'écriture de l'ICAR, de l'Institut des carrières littéraires, qui s'appelle Esprit, au pluriel, que nous avons publié en auto-édition et qui est sorti le 31 octobre 2025 en e-book sur Amazon et Kobo. C'est un recueil de nouvelles, donc forcément multigenre. Vous pouvez avoir des nouvelles de genres très différents. 29 auteurs, 29 autrices, 29 autoristes, 29 nouvelles écrites dans plusieurs genres, mais toujours avec une touche plus ou moins grande de fantastique ou d'horreur, puisque le thème de l'année, c'était les esprits. Alors, vous faire un résumé, ça va être un petit peu compliqué d'un recueil de nouvelles, c'est pas une chose très facile à faire, mais ce que je peux vous en dire, c'est que grâce aux 29 plumes qui la composent, on voyage à travers 29 univers singuliers, riches, surprenants, et c'est un vrai plaisir. Et en tant que jeune autrice, quelle joie de découvrir l'une de mes propres histoires imprimées dans un livre que je peux désormais glisser dans ma bibliothèque ou déposer au pied du sapin. Bien sûr, certaines nouvelles m'ont davantage touchée que d'autres, ce qui est tout à fait naturel, chacun lit avec sa sensibilité, mais c'est précisément ce qui fait la force de ce recueil. Il offre une diversité d'ambiances et d'émotions dans lesquelles chacun peut trouver son bonheur. Je ne peux que vous inviter à le découvrir par vous-même et à vous laisser entraîner entre monstres, fantômes et esprits jusqu'à franchir le voile qui sépare nos mondes.
ma nouvelle, soit dit en passant, s'appelle Étouffée et elle est à la page 273 si mes souvenirs sont bons. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour aller découvrir ma plume et toutes celles de mes 28 autres camarades. Ma 6e lecture s'est portée sur le tome 1 de la série Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publié chez PKJ. C'est un genre roman mystère qui se déroule au manoir Hawthorne, avec comme personnages principaux Avery et Libby Grams, les frères Hawthorne, Nash, Grayson, Jameson et Alexander, Alisa Ortega notamment, et entre autres. En résumé, Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Alors mon avis. Après en avoir entendu parler pendant longtemps, ce livre est sorti en 2022 en France, je me décide enfin à découvrir The Inheritance Game et j'avais un peu peur d'être déçue au vu des avis très variés que j'ai lus. Mais pour finir, ce fut une excellente surprise. La lecture s'est révélée addictive. Pour vous dire, j'ai dévoré le roman en 3 jours. Bon, d'accord, il ne fait que 447 pages et la police est plutôt agréable, mais Jennifer Lynn Barnes maîtrise parfaitement l'équilibre entre énigmes, mystère et révélation à travers les découvertes de notre héroïne qui tente de comprendre pourquoi un richissime inconnu l'a choisie comme héritière au détriment de sa propre famille. Entre enquêtes secrètes, trahisons, complots et alliances improbables, l'autrice parvient à maintenir un niveau de suspense qui donne constamment envie de tourner la page. Elle réussit aussi à dresser des portraits de personnages très différents, mais étonnamment complémentaires, qui, bon gré mal gré, vont devoir unir leurs forces pour élucider cette grande énigme. J'ai toutefois eu un peu de mal avec certains d'entre eux. L'un des personnages notamment voit son évolution émotionnelle et psychologique changer peut-être un petit peu trop vite à mon goût, mais malgré cette petite réserve, cela fonctionne très bien dans l'ensemble. Et si vous aimez résoudre des énigmes, que vous êtes incapable de résister à un bon mystère, vous prendrez énormément de plaisir avec cette lecture. Et comme un mystère en entraîne toujours un autre, ceux qui l'ont lu savent, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 pour savoir la suite. Ma 7e lecture s'est portée sur le tome 2 de la série La prophétie de l'ambre, le sceau des confidences de Karina Rosenfeld, publié chez Gulfstream Editor, reçu en service presse par l'intermédiaire de Ned Gallet. C'est un roman de fantasy qui se déroule dans l'empire d'Iyastraya, avec comme personnages principaux notamment Ashaya, Zahir, Aharouche, etc. Alors pour le résumé du tome 1, puisque là on est sur une fin de duologie, le tome 1 je l'avais d'ailleurs lu en mai ou en juin, donc bon, je vous refais quand même le résumé du tome 1. Un nouvel empereur, confronté à un héritage maudit et à une funeste prophétie, une jeune femme qui ignore tout des pouvoirs dont elle est détentrice. Dans l'empire d'Iyastraya, chaque individu reçoit dès la naissance un sceau qui guidera son existence. Seuls les empereurs de la lignée du Phénix peuvent le transmettre à leurs successeurs qui héritent ainsi du savoir et des tourments des générations passées. Les sœurs du secret fécond, qui ont appris à Ashaya à maîtriser les sceaux, ont toutes été massacrées sur ordre de l'empereur. Unique rescapée, la jeune fille n'a alors plus qu'une raison de vivre, tuer cet assassin. Mais celui-ci meurt avant qu'elle n'y parvienne. Ce sera donc son héritier, le prince Zahir, qui subira sa vengeance. Celui qui n'a jamais désiré régner vient en effet de recevoir le sceau impérial, à travers lequel les voix de ses ancêtres lui soufflent une prophétie, annonçant la fin de sa lignée maudite. Se pourrait-il qu'Ashaya soit l'instrument d'une destinée implacable qui fera de Zahir le dernier phénix ? Bonne question. Donc je vous fais pas le résumé du tome 2 pour ne pas vous spoiler, mais ce que je peux vous dire avec ce 2e tome, c'est qu'on poursuit parfaitement l'élan du premier.
c'est-à-dire celui de me séduire encore davantage. Tout au long du récit, on s'attache de plus en plus à Zahir et Ashaya, deux héros constamment malmenés par la vie, rarement épargnés et pour qui chaque épreuve vient redessiner le destin. Malgré les obstacles, leur relation continue d'évoluer avec une sincérité et une douceur qui la rendent profondément touchante, et sans rien divulgacher, ce tome nous apporte enfin toutes les réponses nécessaires pour comprendre la fameuse prophétie de l'ambre. L'antagoniste, dont la présence se fait plus marquée sur ce tome 2, intensifie les enjeux et rend la lecture totalement addictive. On tourne les pages avec l'envie fébrile de savoir comment tout cela va se résoudre et ce que le destin réserve encore à nos deux héros, prêts à tout pour sauver leur monde. Alors même qu'une guerre se prépare entre l'empereur Zahir et son ennemi juré, j'ai trouvé cette lecture étonnamment cosy et réconfortante. Leur périple les conduit à rencontrer des hommes et des femmes attachants pour lesquels on a envie de se battre, qu'on souhaite protéger coûte que coûte. Explorer cet empire aux influences asiatiques m'a complètement ensorcelée. Je me suis évadée dans un univers riche, magique et profondément immersif. Vous l'aurez compris, j'ai adoré cette duologie. Je ne peux que vous la recommander si vous cherchez un monde de fantaisie solide, chaleureux, dans lequel on se sent rapidement chez soi. Une lecture qui mêle subtilement magie, émotion et une très belle exploration des relations humaines. Passons maintenant à ma 8e lecture, le tome 2 de la série Agatha Raisin, Remède de cheval de MC Beaton, que j'ai lu moi dans sa nouvelle version en livre de poche. Donc c'est un cosy mystery qui se déroule à Carsley avec comme personnages principaux notamment Agatha Raisin, James Lacey, Bill Wong, etc. En résumé, après la pluie, le beau temps. Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsley en compagnie de ses 2 chats. Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village, ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau Veto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de la quiche fatale, il s'agit bien d'un meurtre. À l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois la vie de son entreprenante voisine. Et nos 2 détectives amateurs se lancent dans une enquête bien plus périlleuse qu'ils ne l'imaginaient. Alors pour mon avis, comme toujours avec la série d'Agatha Raisin, ça doit être mon 4e tome que je lis, je crois. Cette lecture fut agréable et divertissante, même si le caractère parfois un petit peu trop fleur bleue d'Agatha peut à l'occasion nous sortir légèrement de l'intrigue, mais ce point je l'ai déjà évoqué dans d'autres avis de la saga. Malgré cela, l'histoire et les personnages parviennent sans peine à nous tenir en haleine. Dans ce tome, l'autrice aborde des thèmes plus sensibles, traités avec une certaine délicatesse qui rend l'ensemble touchant. Les femmes sont au cœur du récit et l'on découvre une galerie de personnalités différentes, chacune ayant potentiellement une bonne raison d'en vouloir au nouveau vétérinaire du village. Comme d'habitude, on suit Agatha dans son enquête, mais cette fois, elle est accompagnée de son charmant voisin James, militaire à la retraite devenu écrivain, et actuellement en panne d'inspiration. Ensemble, ils tentent de débrouiller les fils et d'éclaircir les mobiles derrière le ou les meurtres qui jalonnent le roman. Alors si, comme moi, vous aimez enquêter, formuler des hypothèses, recouper les indices, vous vous laisserez volontiers entraîner dans cette histoire pleine de suspense et de rebondissements. Ma 9e lecture du mois de novembre 2025 s'est portée sur Le chat du bibliothécaire, Succès mortel, le tome 1, une série écrite par Miranda James, publiée chez J'ai lu. C'est également un cosy mystery qui se déroule à Athéna, aux États-Unis, avec comme personnages principaux Diesel, Charlie Harris, la famille Wardlow, Godfrey Priest, Azalea et Kanesha Berry, entre autres. En résumé, à Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Godfrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel.
Le célèbre auteur de thriller Enfant du pays venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à quatre pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Alors pour mon avis, depuis le temps que je voulais découvrir ce Cozy Mystery, je ne suis vraiment pas déçue. Ce premier tome fut une lecture très plaisante. On y suit Diesel, un chat aussi attachant qu'observateur, et son maître Charlie, qui vont se retrouver mêlés, bien malgré eux, à l'enquête sur la mort d'un ancien camarade de classe de Charlie, devenu auteur de best-sellers. D'abord motivé par l'envie d'aider des amis touchés de près par ce décès et de comprendre ce qui a pu conduire à un tel drame, Charlie se laisse ensuite entraîner par sa curiosité naturelle. Il interroge les personnes qui ont côtoyé la victime, démêle les zones d'ombre et met au jour des secrets bien enfouis qui révèlent une facette inattendue de son ancien camarade. L'intrigue se construit avec subtilité, les indices s'enchaînent sans que l'on s'en rende compte et l'auteur parvient à nous captiver jusqu'à la résolution finale. Alors si vous aimez les chats, les petites communautés, où tout le monde se connaît et les mystères à résoudre en douceur, ce Cozy Mystery devrait vous donner envie de tourner les pages jusqu'à la dernière. On arrive bientôt à la fin de mes lectures. Alors ma 10e lecture finie, c'est porté sur le tome 2 de la série Le Club des amateurs de romans policiers. C'est la série Le Club des amateurs de romans policiers et le tome 2 c'est Le crime du SS Orient de C.A. Larmer, publié au Cherche Midi. C'est encore et toujours un Cozy Mystery. Ce mois-ci était vraiment sous le signe du Cozy Mystery. J'avais besoin de ça pour rentrer dans l'hiver. Et donc du coup, ce Cozy Mystery se déroule sur le SS Orient, un bateau qui navigue entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, pour les personnages principaux, je vais pas vous faire la liste parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai oublié de les noter. Donc du coup, c'est ballot. Donc on va passer direct au résumé. Nos 6 membres du club des amateurs de romans policiers ont, croit-il, de la chance. Alicia et ses amis embarquent en effet avec 400 autres vacanciers pour une croisière de luxe à bord du SS Orient. Réplique d'un glorieux modèle à vapeur qui naviguait jadis entre l'Angleterre et l'Australie. Un voyage dans le temps, infusé de charme et de glamour ? Oui, mais pas seulement. Un passager est en effet bientôt retrouvé mort dans son lit. Puis un autre disparaît en pleine nuit. Et un troisième est poignardé. Terreur en mer. Pas d'échappatoire. Puisqu'il n'y a sur le bateau ni détective belge ni vieille dame de la campagne anglaise, les membres du club, tous férus de meurtres en huis clos, se mettent à enquêter. Ils ont peu de temps, peu d'indices et d'innombrables soupçons. Alors mon avis. Encore une très chouette lecture ce mois-ci. Cette fois, direction une croisière à bord d'une réplique fidèle du SS Orient, un cadre dans lequel l'autrice s'est clairement investie, les descriptions sont soignées et l'immersion est totale. On retrouve avec plaisir les membres du club des amateurs de romans policiers, passionnés par l'œuvre d'Agatha Christie. Comme dans le premier tome, C.A. Larmer s'amuse à parsemer son intrigue de clins d'œil à la vie et au roman de la reine du crime. Le premier tome évoquait ainsi la mystérieuse disparition d'Agatha Christie, la vraie, réelle mystérieuse disparition d'Agatha Christie, tandis que celui-ci, ce tome 2, comme l'annonce la 4e de couverture, se place entre Mort sur le Nil et le crime de l'Orient Express. Petit avertissement tout de même, si vous ne connaissez pas encore ces 2 classiques, attendez-vous à quelques spoilers, notamment vers la page 349. Pour profiter pleinement de cette série, il est d'ailleurs préférable d'avoir lu les romans d'Agatha Christie avant. Non seulement ça évite les révélations involontaires, mais cela enrichit surtout énormément la lecture. Les références sont nombreuses et au fil de l'enquête, on ne peut pas s'empêcher de chercher les parallèles. Surtout si, comme moi, vous adorez tenter de résoudre le mystère en même temps que les personnages. Alors si vous aimez Agatha Christie, les clubs de lecture et les énigmes finement construites, cette série devrait vous plaire. Vraiment. Et bonne nouvelle, elle compte déjà 6 tomes pour prolonger le plaisir. Et maintenant, on arrive à mes 2 dernières lectures en cours. Donc pas encore fini au jour de l'enregistrement, mais bon, pour des questions de planning, voilà. Je me retrouve à ne pas avoir fini mes livres, mais
presque, et je pense que d'ici le 30 novembre, mes 2 romans devraient être terminés. Alors, cette 11e lecture s'est portée sur Jules Verne contre Nemo de Céline Guise, publiée chez Monpoche. Donc c'est ma lecture en cours, donc le 28 novembre, date de l'enregistrement de l'épisode. J'en suis rendue à la page 245 sur 354. Donc quand je vous dis que je devrais avoir fini d'ici le 1er décembre, en 2 jours, ça devrait pouvoir le faire. Nous sommes là dans un roman policier historique qui se déroule à Amiens, avec comme personnages principaux, oui, Jules Verne, Capucine Verne, Gaston Chastagnol notamment. Alors, en résumé, Amiens, 1882. Une ombre rôde la nuit dans les rues de la capitale picarde et les meurtres s'enchaînent. Provocateur et sans limite, l'assassin signe ses crimes odieux du nom de Nemo, le célèbre personnage de 20 000 lieues sous les mers, dans des lettres qu'il envoie à la presse. Jules Verne va devoir, bien malgré lui, se lancer à sa poursuite avec l'aide du nouveau commissaire de la brigade criminelle, donc Gaston Chastagnol, et d'un mystérieux journaliste, Monsieur Delafuy, tous deux fraîchement débarqués de Paris. Le drôle de trio ne reculera devant rien et exploitera au mieux les compétences de chacun pour élucider cette affaire et tenter d'arrêter Nemo, un des premiers tueurs en série de l'histoire. Alors, mon avis. La fin approche et je passe vraiment un excellent moment avec Jules Verne contre Nemo de Céline Guise, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans une interview sur le podcast. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur les épisodes précédents. Je crois que c'était en septembre. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son univers en écoutant son interview. Donc là, dans Jules Verne contre Nemo, on est plongé dans un polar sombre, porté par des personnages remarquablement bien caractérisés. Avec ce nouveau tome, je commence vraiment à m'habituer à voir Jules Verne mener l'enquête et je dois avouer que ce rôle lui va à merveille. Souvenez-vous, j'avais lu le tome 2 appelé Jules Verne et le gentilhomme cambrioleur au mois de juin 2025. J'apprécie énormément la manière dont l'autrice mêle l'histoire, la science et la psychologie, un mélange qui fonctionne parfaitement et qui m'a même permis d'apprendre quelques petites choses. Le roman est ponctué de références littéraires, historiques, ce qui rend la lecture encore plus immersive et je comprends les allusions et cela enrichit vraiment mon expérience de lecture. L'atmosphère m'a d'ailleurs rappelé la série de l'aliéniste de Caleb Carr et la série Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, des livres que j'ai adorés. Et ici, nous sommes sur la trace d'un tueur en série qui terrorise Amiens. Et l'autrice maîtrise son intrigue d'une main experte, nous tenant en haleine et nous poussant irrésistiblement à tourner les pages. C'est un roman captivant, presque addictif et j'ai hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. Je vous en parlerai une fois ma lecture finie, mais pour l'instant c'est vraiment une chouette lecture. Et si comme moi vous aimez les récits qui mêlent habilement réalité, fiction, enquête policière et que vos étagères débordent de romans du genre, alors celui-ci mérite clairement d'y trouver sa place. Ma 12e, presque dernière lecture, c'est le tome 1, Le chant de la reine Corbeau d'Isabelle Lozac, publié dans la version audio chez Hardigan et chez Bookmark pour la version audio. Donc moi, la version papier. Moi, je suis sur la version audio publiée par Hardigan. Il me reste 5 heures d'écoute. Il en reste encore pas mal, je suis d'accord, mais je pense que j'ai déjà dû faire au moins la moitié. On est dans un roman de fantasy-romantasy qui se déroule à Émérite, avec comme personnages principaux Vassilia Cerciel, Adrien Sandrecoeur, Saul, j'ai oublié son nom de famille, mais voilà, ces 3 personnages-là sont en tête d'affiche, on va dire. En résumé, à quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir ? Les Cerciel, famille royale d'Émérite, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier.
Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Alors mon avis, pour le moment, je peux vous dire déjà que le chant de la Reine Corbeau est une excellente surprise. J'adore l'univers que propose Isabelle Lozac, un monde de fantaisie riche, immersif, absolument passionnant. On y retrouve une véritable histoire avec un grand H, de la magie, des personnages solides et des enjeux forts, tout ce que j'aime dans ce genre de récit. J'apprécie tellement ce premier tome que j'ai immédiatement utilisé mon crédit du mois pour acheter le tome 2, lui aussi en version audio. Le seul petit bémol pour moi concerne justement cette version audio. L'alternance des points de vue est intéressante, mais le choix d'utiliser une voix masculine pour les chapitres d'Adrien et une voix féminine pour ceux de Vassilia crée parfois une confusion pour moi lorsque la voix masculine interprète Vassilia dans les dialogues. Cela me sort un peu de l'histoire et m'oblige à me concentrer davantage pour visualiser correctement le personnage qui parle. Mais mis à part ce détail, je passe un très bon moment et j'ai hâte de découvrir les prochains chapitres ainsi que les tomes suivants. La série, si j'ai bien vu, devrait compter 3 volumes. Restez connectés et je vous en dirai un petit peu plus une fois ma lecture terminée. Et voilà pour mes lectures du mois de novembre. Nous allons donc passer maintenant à la chronique d'écriture. Et ce mois-ci, j'avais envie de vous parler du syndrome de l'objet brillant, du manque d'espace mental pour écrire ou des autres envies qu'on a selon certains moments. Donc aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que beaucoup de créatives connaissent, le fameux syndrome de l'objet brillant. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est ce moment où une nouvelle idée débarque dans votre cerveau, scintillante, excitante, prometteuse, tellement prometteuse qu'elle vous donne envie d'abandonner votre projet en cours pour partir en courant vers elle. C'est un peu comme repérer une étincelle au loin et se dire « Oh, ça c'est beaucoup mieux que ce que j'ai entre les mains ». Vous voyez le tableau. Et si je vous parle de ça, c'est évidemment parce que je suis en plein dedans. Oui, c'est embêtant, je sais. Ou bien, est-ce simplement un manque d'espace mental ? Cette semaine, j'ai lu une newsletter d'Anaël Chaudet, que je vous conseille vivement de suivre pour la qualité de ses contenus, que ce soit sur Instagram, Anaël écrit avec toi, mais je vous mettrai tout pour l'orthographe exacte dans la barre de description, ou dans sa newsletter. Dans celle du 23 novembre 2025, elle expliquait que trop de pression tue la créativité. Quand notre cerveau jongle déjà avec 1000 préoccupations, écrire devient forcément plus difficile. Anaël nous invite alors à revenir à l'essentiel, se rappeler pourquoi nous avons commencé ce projet, dégager un moment pour en faire une vraie priorité et surtout dresser l'état des lieux de ce qui le rend bancal afin de repartir sur de bonnes bases. Elle rappelle aussi que la pression rétrécit la pensée créative, que le cerveau a besoin de repos pour produire des idées originales et que le stress réduit l'accès à l'imagination. Pour y remédier, elle nous recommande de nous détendre, de méditer, de recréer un espace intérieur propice à l'écriture. Alors, me concernant, peut-être que ce n'est que cela, un besoin d'espace mental, ou peut-être que c'est ce fameux syndrome de l'objet brillant. Dans tous les cas, ma fantaisie stagne. Voilà. Je trouve toujours une excellente excuse pour ne pas m'y remettre, comme vous le savez déjà. Pourtant, le mois dernier, le Spooky Writing Challenge m'avait débloqué plein d'idées, vraiment plein, mais aucune ne concernait cette fantaisie. Parce que sinon, ce serait trop facile, on est bien d'accord. Et qu'est-ce que mon cerveau a trouvé comme façon de m'occuper ? Une intrigue, puis une autre, puis une qui a commencé à prendre beaucoup trop de place pour un tome 2, un tome compagnon, de mon tout premier projet, Paranormal Détective. Et là, je vous entends déjà. Non, t'as pas fait ça ? Si, évidemment que si.
Le syndrome de l'objet brillant a encore frappé. L'herbe, évidemment, semble plus verte ailleurs, et les diamants brillent forcément plus fort là-bas. Bref, j'ai replongé. Et comme si ça ne suffisait pas, je n'en ai a priori visiblement pas fini avec Antoine, Anselme et Amélia, mes personnages de Paranormal Détective. Ces trois-là refusent obstinément de me laisser tranquille. Oui, allez-y, levez les yeux au ciel, je sais que vous en mourrez d'envie. Mais n'empêche, c'est entièrement de leur faute. Résultat ? Je me suis lancée dans un travail préparatoire pour un nouveau tome, un tome compagnon, un tome 2, bref, la suite logique du précédent. Et apparemment, ça fait de mon histoire une série. Oh my god. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je retrouve le plaisir d'écrire, simplement, l'excitation d'un nouveau projet, l'éclat irrésistible d'un nouveau diamant narratif. Et voilà comment ma fantaisie se retrouve reléguée dans un coin pendant que je me jette dans un nouveau cosy mystery fantastique flambant neuf. Petit update du projet. Alors, en ce moment, justement, sur ce fameux tome 2, ou tome compagnon, je suis en pleine période de réflexion sur l'intrigue. Je cherche le pourquoi, le comment, le qui, le quand, le quoi. Je travaille sur les victimes, leurs histoires. Je crée un grand méchant. Oui, il est déjà très virulent dans ma tête. J'ai des idées pour de nouveaux personnages pour enrichir ce nouvel opus. Je réfléchis sur la vie actuelle de mes trois héros et sur où reprendre leur parcours. Et j'ai un mini résumé de mon intrigue qui est prêt. Les prochaines étapes, c'est créer les fiches des nouveaux personnages, collecter des anecdotes pour guider notre détective préféré dans cette nouvelle enquête, construire les crimes de l'histoire, mettre en place un plan, une sorte de G0 pour visualiser le déroulement de l'intrigue. Et mes objectifs, lancer l'écriture du premier jet dès le 1er janvier 2026, trouver la meilleure manière d'ouvrir cette nouvelle histoire, avec pour objectif 95 000 mots, c'est plutôt pas mal je pense, planifier mes sessions d'écriture, au moins 3 soirs par semaine, 2 heures minimum le week-end, hors exception, faut pas exagérer non plus. Voilà, je vais y arriver. Il n'y a aucune raison qu'un nouvel objet brillant vienne me détourner. Enfin, j'espère. On y croit, hein ? On y croit. Oui, on y croit. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cette nouvelle aventure. Passons maintenant à la 3e chronique de ce podcast, la chronique « Mais pas que ». Aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus sur l'illustrateur Benjamin Lacombe. C'est l'un de mes artistes préférés. Je vous en parle car il participe actuellement à une grande exposition au château de Chambord qui ouvrira ses portes demain, le 29 novembre 2025. Enfin, demain, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Pour vous, en tout cas, ce sera entre le 29 novembre 2025 et le 1er mars 2026. Il a récemment partagé un réel sur sa page Instagram qui a piqué ma curiosité. Et pour cause, près de 600 mètres carrés d'exposition au château de Chambord, plus de 75 illustrations qui seront présentées aux côtés d'autres artistes talentueux comme Marco Mazzoni, Alyosha Gouverneur, et Nathalie Novi. Donc si vous aimez les ambiances à la fois douces, gothiques, poétiques et étrangement belles, vous serez forcément touché par l'univers unique de Benjamin Lacombe. Dans ma bibliothèque, je possède quelques ouvrages de cet artiste que je chéris particulièrement, dont notamment Curiosities aux éditions Daniel Magén, une somptueuse monographie couvrant les années 2003 à 2018. On y découvre des esquisses, des work in progress, des dessins en noir et blanc, des illustrations couleurs, parfois en double page, ainsi que des extraits d'exposition, et le livre est en français et en anglais. C'est plutôt pas mal. Et j'ai également 2 autres livres, Alice au pays des merveilles et sa suite De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, publié aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose et donc illustré par Benjamin Lacombe. C'est une édition remarquable, immersive et magnifiquement mise en valeur. Les illustrations de Benjamin
Benjamin Lacombe sublime littéralement l'œuvre originale. On a même, quand vous regardez à l'intérieur, si vous avez l'occasion de feuilleter, on a même carrément des doubles, quadruples pages qui s'ouvrent et qui font une sorte de quadriptyque. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, comme un triptyque, mais avec 4 pages. Et ça s'ouvre en super géant et on a le dessin... c'est un vrai bonheur à regarder, un vrai bonheur pour les yeux. C'est des beaux livres qui mêlent mélancolie, étrangeté et merveilleux. Si vous cherchez à en savoir plus sur son travail, je vous conseille d'aller visiter son site officiel benjaminlacombe.com. Vous y trouverez une galerie, toute la liste de ses livres, son actualité et une boutique où vous pourrez retrouver de la papeterie, des sacs, des trousses, des tirages en fine art pour pouvoir retrouver sa plume, son coup de stylo, son coup de pinceau. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram, sur Benjamin Lacombe, et il a une boutique en ligne dont je vous mettrai les liens dans la barre de description. C'est une belle occasion de compléter votre liste de Noël ou de trouver le cadeau parfait pour vos proches. Passons maintenant à la petite question du jour, la dernière chronique de ce podcast, la lecture comme un miroir de soi. Je me suis rendu compte d'un truc. On dit souvent, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Et moi, plus je regarde ma pile de livres et ma bibliothèque, et plus je me dis, ah, donc je suis quelqu'un d'un peu éclectique ? Parce qu'entre les romans de fantasy, de fantastique, les cozy mystery, les polars et les quelques romans de science-fiction, ma personnalité semble avoir envie de découvrir de multiples univers. Mais que de l'imaginaire, que de la fiction. Il n'y a pas de non-fiction, ni de littérature blanche dans ma bibliothèque. Donc on peut se demander pourquoi tant d'imaginaire ? Bonne question. Pour moi, la lecture, c'est un vrai plaisir. Vous savez, ce moment où vous ouvrez un livre, juste pour feuilleter 2 pages, et soudain, vous êtes absorbé, aspiré ailleurs. Le temps se tord, le monde disparaît, et vous devenez ce gamin ou cette gamine qui lisait sous la couette à la lampe de poche. La lecture, c'est un peu ça. Un retour à soi, mais par l'apport de l'imaginaire. Et puis, ce que je trouve fascinant, c'est que les livres qu'on choisit nous trahissent un peu. Ils en disent long sur nos humeurs, nos manques, nos désirs du moment, nos besoins. Quand je relis les titres que j'ai lus cette année, c'est un peu comme feuilleter mon journal intime. Ah tiens, là j'étais en quête de sens. Là j'avais besoin de rire. Là j'espérais un peu de douceur. C'est fou comme les lectures sont des instantanés de nous-mêmes. Parfois, on lit pour fuir, parfois pour comprendre. Et parfois, juste pour se sentir accompagné par des mots, des voix, des personnages qui nous ressemblent ou qui nous défient. Ce que j'aime, c'est qu'un bon livre, c'est comme un miroir un peu magique. Il ne te montre pas toujours ce que tu veux voir, mais ce dont tu as besoin. Alors la petite question ce mois-ci, c'est celle-ci. Si quelqu'un lisait les livres que j'ai lus cette année, qu'est-ce qu'il comprendrait de moi ? Et vous, si vous regardez votre pile à lire, votre liseuse, votre bibliothèque, votre appli de livre audio, vous croyez qu'elle raconte quoi, votre histoire ? Allez, je vous laisse réfléchir à ça ou ouvrir un bouquin. Parce qu'au fond, lire, c'est peut-être juste une autre façon de se retrouver soi-même. Et voilà, la petite question du jour a été développée en plus ou moins quelques mots. Si jamais vous voulez y répondre, mais n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires ou à me poser des petites questions auxquelles je prendrai plaisir à répondre dans de futurs podcasts. Vous pouvez me les écrire dans ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Et voilà. Aujourd'hui, je vous ai présenté la chronique de mes presque 12 lectures sur le mois de novembre. Ma chronique d'écriture portait sur le syndrome de l'objet brillant où l'herbe est plus verte ailleurs. La chronique Mais pas que, avec un focus sur un illustrateur que j'affectionne particulièrement, Benjamin Lacombe, et la petite question du jour sur la lecture comme un miroir de soi. Voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres, mais pas que. Bon,
Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram ou vous pouvez m'envoyer un mail à ducappuccinodelivres@gmail.com. N'hésitez pas. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast en cliquant simplement sur s'abonner. Je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.